Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler d'un sujet d'actualité, en tout cas qui fait souvent l'actualité dans nos magazines, c'est le réemploi. Et on va voir comment on peut massifier le réemploi dans la construction. Avec moi pour en parler, monsieur Tristan Leur, bonjour. Tristan, vous êtes le directeur général de OBM Construction. OBM Construction, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour. Donc, OBM Construction, c'est une entreprise générale de construction bois spécialisée dans les équipements publics scolaires. Donc, on construit des collèges, des crèches, des lycées en structure bois qu'on étudie, qu'on fabrique et qu'on pose. Et vous avez une expérience réemploi que vous allez partager avec nous. À côté de vous, monsieur Rami Jabour, bonjour. Bonjour. Rami Jabour, vous êtes directeur marketing de Valobat. Qu'est-ce que Valobat ? Bonjour Stéphane. Alors effectivement, Valobat, c'est un éco-organisme qui vient de naître, qui a aujourd'hui 1 an et qui va opérer sur la filière de responsabilité élargie du producteur qui est en train de se mettre en place dans le monde du bâtiment. Et donc de manière un peu plus pratico-pratique, c'est l'éco-organisme qui va se faire financer par des industriels, par des producteurs de matériaux de construction pour opérer toute la chaîne de collecte, de traitement et de recyclage des déchets dans le monde du bâtiment. Voilà. Et parmi ces déchets, mais est-ce qu'on peut parler de déchets ? Il y a tout ce que l'on peut réemployer et que l'on va réemployer. Donc en fait, on réveille une pratique ancestrale de réemploi des matériaux. Où en est-on aujourd'hui du réemploi des matériaux ? Est-ce qu'on est que dans de la communication ou est-ce que ça se fait réellement ? Alors, je vais commencer, mais je pense que Tristan aura certainement des choses à dire. Aujourd'hui, le réemploi, comme vous le dites, en fait, c'est une pratique ancestrale. Avant, dans les siècles d'avant, c'était la pratique courante de réemployer. Depuis un siècle, on est passé sur une industrialisation du bâtiment qui a fait qu'on a privilégié plutôt le neuf, on va dire, qu'au réemploi. Et aujourd'hui, quand on fait un peu l'état des lieux, c'est très difficile de quantifier. En fait, on n'a toujours pas de critères de quantification clairs, mais on estime qu'on est entre 0 et 1% de taux de réemploi, c'est-à-dire que sur les 46 millions de tonnes de déchets qui sont aujourd'hui générés par le bâtiment, il y a l'équivalent de entre 0 et 1% en quantité qui ne passent pas par la case déchets, effectivement, qui sont directement réemployés, puisqu'un peu la spécificité du réemploi, c'est le fait qu'on ne passe pas par une case déchets. On est dans une seconde vie sans changer de statut. Sans changer de statut. Sur cette question, c'est quelque chose qu'on voit se déployer ? Côté constructeur, donc très concrètement, nous, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et ce qu'on peut faire en tout cas, c'est de développer ces méthodes de réemploi. On sait que nous, on est spécialisé dans la construction neuve, mais naturellement, pour limiter notre impact carbone, on commence à s'intéresser très sérieusement à la question. Donc on a une première expérience assez récente puisqu'on a construit notre nouveau siège social principalement en réemploi. On a eu l'opportunité de pouvoir démonter 2 bâtiments scolaires en R+1 d'un de nos clients, donc la région Île-de-France en l'occurrence. Et on a pu récupérer en fait les panneaux de façade, les menuiseries, les bacs de toiture, la charpente, pour les ramener chez nous et pour construire nos nouveaux bureaux. Donc c'est un exemple très concret de ce qui peut se faire en réemploi si disons que le matériau est disponible au bon moment, parce qu'on a quand même ce sujet-là qui est indispensable. Voilà, parce que vous aviez la disponibilité et on va dire que comme c'est vous qui avez fait toute la chaîne, vous n'êtes pas passé finalement par un intermédiaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un des sujets de réemploi, c'est effectivement que la filière se mette en place pour pouvoir identifier les bons matériaux au bon moment et surtout au bon prix également. Donc on va revenir sur ce retour d'expérience et puis voir parce que vous en avez fait quelque chose et après vous allez reproduire quelque chose avec du réemploi et peut-être d'une manière différente. Mais avant, je voudrais que vous me disiez est-ce qu'on se fixe, est-ce que la loi, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs de réemploi ? Ça veut dire est-ce qu'on va massifier cette pratique et si oui, comment on va le faire ? Comment on va arriver à massifier ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Alors ça, c'est la question à 1 million, Stéphane. Merci. On aimerait bien savoir, en tout cas on y travaille. Alors déjà, d'un point de vue purement réglementaire, la loi AGEC et notamment tous les décrets, tous les textes qui régissent
cette nouvelle REP qui arrive impose aux éco-organismes d'atteindre un taux de réemploi de 4% en 2027, 5% en 2028. Ce qui peut paraître petit, mais en fait, quand on regarde les quantités, on est quand même sur plusieurs millions de tonnes de produits qui partiraient sur du réemploi. Donc finalement, il y a un vrai enjeu d'industrialisation de la filière de réemploi. Alors, comment on va y arriver? C'est clairement la bonne question. Nous, on travaille en ce moment sur la rédaction d'un ce qu'on appelle un plan d'action réemploi, dans lequel on va décider, on va mettre en place un certain nombre d'actions pour, d'une part, proposer une offre de réemploi qui soit plus structurée, plus aboutie, plus ambitieuse, notamment en travaillant avec les industriels, avec les distributeurs de matériaux pour justement pousser cette offre-là. Et puis, en parallèle, il faut travailler sur la demande et de générer une demande de réemploi. Aujourd'hui, ça se fait dans les appels d'offres publics et c'est super et il faut continuer. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tout nouveau chantier, que ce soit en neuf ou en rénovation, exige une part de matériaux réemployés. Intégrer une partie de l'emploi. En fait, il faut faire correspondre l'offre et la demande. Hein. C'est quelque chose d'assez classique. En fait, le point, il est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qu'on a sur le réemploi, c'est que c'est tellement parcellaire, c'est tellement satellisé qu'en fait, on n'a jamais le bon produit au bon moment, puisqu'en fait, le marché n'est pas assez structuré. Pas assez structuré pour le moment. Demain, l'ambition, c'est de faire coller l'offre et la demande en massifiant l'offre et en massifiant la demande. Par exemple, comment ça se passe lorsque j'ai des déchets, dont certains qui sont réemployables, à qui je m'adresse, où je vais, est-ce que je les donne, est-ce que je les vends, C'est une bonne question. Alors justement, ce qui va se passer dès le démarrage de la REP PMCB, donc dès les prochaines semaines, voilà, mai, c'est ça, ça va être la mise en place de ce qu'on va appeler des zones de réemploi dans les déchetteries, dans certaines déchetteries et dans certains points de reprise. Donc chez des distributeurs qui vont accueillir des déchets, dans les déchetteries municipales, dans les déchetteries professionnelles, il y aura des zones, donc des espaces dédiés dans lesquels moi, apporteur de déchets, je peux venir me séparer des déchets et dont une partie pourrait être réemployée, donc mise dans cette zone de réemploi en vue d'être réemployée par une association avec laquelle le point de reprise aura conventionné. Et donc, ça va permettre en fait d'accélérer le réemploi. Et pour sécuriser en fait les acteurs du réemploi, ce qu'on va faire également, c'est que les associations qui vont récupérer ces produits, puisqu'ils ne sont pas encore passés par la case déchets, ces produits, si finalement ils n'ont pas la capacité de les réemployer parce que la demande n'est pas disponible en face, ils auront quand même la possibilité de s'en défaire sans frais auprès des éco-organismes. Voilà, ça c'est pour éviter des stockages de matériaux finalement inutiles qu'on ne pourrait pas réemployer. Exactement. On va voir avec votre retour d'expérience. Donc d'abord votre siège social. Vous avez l'opportunité donc de démonter un bâtiment et de récupérer des éléments. Quels sont les éléments que vous avez récupérés et comment vous les avez traités? Parce que est-ce que vous les avez pris à l'état brut et vous êtes allé les remettre, ou est-ce qu'il y a quand même un travail à faire de nettoyage, de tri Expliquez-nous un peu ce que vous avez mis en place et comment vous avez procédé. Bien sûr, donc sur le mode opératoire, on a tout d'abord été obligé d'être très soigneux sur le démontage pour ne pas casser un certain nombre de ces matériaux, notamment sur tout ce qui était panneaux de façade et menuiserie. On a dû ensuite, on les a stockés le temps de démarrer le chantier, le gros œuvre, les réseaux, etc. Et pendant ce temps-là, on a effectivement retraité ces matériaux. Alors les panneaux de façade, on a installé de la toile de verre et on les a repeints. À l'intérieur, et à l'extérieur on a mis un bardage parce que naturellement étant sur un bâtiment scolaire, ils avaient un petit peu vécu, ils ont pu être abîmés, un peu cabossés, etc. Donc on a été obligé de retraiter ces panneaux de façade. Pour tout ce qui est menuiserie extérieure, donc fenêtres, on a dû changer un certain nombre d'éléments du volet roulant qui avait une quinzaine d'années, et donc le câble était un peu abîmé, le moteur était un peu fébrile, etc. Donc ça on l'a fait au fur et à mesure de notre utilisation dans le bâtiment. Bon, on en a certains qui ont lâché et puis on les a remplacés au fur et à mesure. Pour tout ce qui était éléments structurels,
charpente, on a juste eu à repeindre. La charpente métallique. C'était de la charpente métallique, tout à fait. Pour la partie bac de toiture, on a changé quelques bacs de toiture. Bon, c'était percé à différents endroits, donc on a dû effectivement combler les différents percements. Mais voilà, on a eu toute cette phase de préparation qui nous a permis de réutiliser les matériaux de la bonne manière. D'accord. Cette phase préparatoire, est-ce que c'est quelque chose qui va être fait par les organismes? C'est-à-dire, vous avez parlé de personnes, enfin d'associations avec qui vous avez passé vous allez passer, il y aura des conventions. Est-ce que ils vont donner un matériau ou vendre un matériau à l'état brut, ou est-ce que eux vont faire ce travail qui a été fait par OBM? Enfin, je pense que dans toute filière de réemploi, il y a souvent une étape de reconditionnement qui est nécessaire. Et évidemment que. Je cherchais le mot, je l'avais pas trouvé. Voilà. Qui fait ce reconditionnement en fait? En fait, alors, il y a aujourd'hui plein d'acteurs qui font de reconditionnement et ça se développe de plus en plus. Ça peut être les associations qui font, enfin, les structures de réemploi qui ont une activité de reconditionnement, ou bien des acteurs du reconditionnement aussi qui peuvent se développer. Mais je pense que ça va être très rare de pouvoir utiliser un matériau tel quel. Sans passer par une phase au moins même de reconditionnement esthétique. Voilà, de nettoyage. Une question par rapport aux menuiseries. Vous avez construit un bâtiment neuf qui doit avoir des performances. J'imagine RT 2012 à l'époque. Les menuiseries que vous utilisez, quelles sont leurs performances? Est-ce qu'elles sont suffisamment performantes aujourd'hui par rapport à votre bâtiment? Comment on fait ce choix aussi? Parce que se dire, bon, finalement, je mets des menuiseries anciennes, vous disiez qu'ils ont une quinzaine d'années, est-ce qu'elles sont suffisamment performantes pour mon bâtiment neuf aujourd'hui? Tout à fait. Bon, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on connaissait le bâtiment puisqu'on l'avait construit nous-mêmes à la base, donc on connaissait la performance de chacun des matériaux. Pour tout ce qui est isolation des menuiseries, bon, on était sur du double vitrage classique. Et après, on a pu réisoler par l'extérieur en rajoutant, en fait, avant le bardage, l'isolation suffisante pour atteindre les performances souhaitées. Donc, en fait, on va calibrer en fonction des performances attendues. On va réajuster selon ce qu'on a comme matériaux. Donc, c'est pareil. Le même sujet pour les panneaux de façade. On a des panneaux qui ont été un peu anciens, plus forcément conformes aux différentes normes. Et donc, on les a réisolés, ce qui nous a permis de sortir un bâtiment RT 2012 très proche même de la RT 2020. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais oui, mais je trouve que la question elle est très intéressante parce que aujourd'hui, il y a le sujet du réemploi est un sujet qui est très attendu, etc. Et limite, le recyclage devient un peu une insulte. Mais je trouve que c'est intéressant la question parce qu'effectivement, pour certains produits, les choses ont changé d'une telle façon, les performances attendues ont changé d'une telle façon qu'il y a certains produits qui sont juste non réemployables. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des filières de recyclage aussi qui se développent pour trouver une solution pour ces produits-là. Donc, je trouve que la complémentarité, elle est assez intéressante de ce point de vue-là. D'accord. Allez chercher. On prend des produits de réemploi, mais il faut aussi que ça serve mon bâtiment, à la fois au plan esthétique, à la fois au plan thermique et autres. Vous aviez un architecte, j'imagine, pour votre nouveau projet? Sur ce sujet, on avait un architecte qui est notre architecte interne. D'accord. Donc, on a conçu nous-mêmes le bâtiment et aussi bien sur la partie architecturale que technique. On a pu en interne gérer toutes ces interfaces avec les matériaux anciens. Et pour lui, pour l'architecte, utiliser ces matériaux, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité? Alors, il n'est pas là, j'aurais aimé lui poser la question, mais j'imagine que vous en avez discuté. On en a discuté, on connaissait le stock des matériaux à utiliser. Bon, lui, techniquement, il a pu faire à peu près ce qu'il voulait puisque les matériaux le bardage était un bardage neuf. Après, on est sur des trames de bureau assez standards. Donc finalement, ça ne l'a pas freiné dans son trait architectural. Il a quand même pu faire ce qu'il souhaitait réaliser. Faire ce qu'il souhaitait réaliser. Oui, tout à fait. Alors, avant de revenir au prochain bâtiment là, que vous allez bientôt réaliser du côté de Nantes, je voudrais qu'on parle d'un sujet important qui est l'assurabilité, puisque c'est aussi un des freins, ou en tout cas évoqué comme l'un des freins au réemploi. On en est où aujourd'hui avec ça, avec ce sujet? Alors, c'est un sujet qui est... comment dire? C'est un sujet qui est... Alors, sensible. Évidemment, il est sensible, certes, mais en fait, c'est un sujet qui existe, certes, mais qui est, à mon avis, un peu aussi utilisé comme pare-feu, j'ai envie de dire, ou enfin comme excuse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits sur lesquels il n'y a pas forcément un sujet d'assurabilité. Voilà, la problématique est plus sur la structure, sur des éléments de voilà, structure. Exactement. Donc,
Alors, ça avance côté assurabilité. On avait le CSTB tout à l'heure qui est intervenu. Il y a des choses qui ont été faites au niveau du CSTB. Il y a des assurances et des assureurs qui étudient la question et qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer. Il y a des avis techniques, des ATEX, etc., qui sont délivrés pour garantir l'assurabilité. On n'y est pas encore sur tout, c'est évident, mais les choses avancent. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un frein, c'est un ralentisseur. Mais ce n'est pas forcément un frein. C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions, on peut trouver des assureurs qui jouent le jeu, on peut se retourner vers des acteurs pour chercher les avis techniques qui vont bien, etc. Et ça va continuer à s'accélérer, mais voilà, pour moi, le sujet est quand même en mouvement de ce point de vue-là. Si je peux rajouter un petit point là-dessus, en tant que constructeur, on a quand même un gros sujet sur la partie structurelle, puisque nous, on apporte une garantie décennale. Donc c'est indispensable sur les matériaux qu'on récupère, qu'on puisse avoir cette garantie par notre assureur. Ouais. Tout à fait. Que ce soit sur si on a de la charpente, des panneaux extérieurs, etc., ou du bardage. Et donc c'est quand même indispensable d'intégrer l'assureur dans la démarche pour qu'il soit sensibilisé et gardez votre micro près du menton. Oui, tout à fait, excusez-moi. On vous entend pas. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que sur la structure, enfin, sur ce qui est porteur, les enjeux sont quand même un peu importants, donc on peut pas jouer. J'ai envie de dire, c'est la vie des gens qui est en jeu. En revanche, ce n'est pas parce qu'on peut pas le faire sur la structure qu'on peut pas le faire non plus sur d'autres produits. Et donc l'enjeu, c'est aussi de se dire, il faut démarrer par quelque chose. On peut démarrer par du sanitaire. Vous avez montré plein d'exemples qui étaient très intéressants. On peut démarrer par du chemin de câble. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Plein de choses qui sont possibles. Voilà, quand on regarde un peu le second œuvre globalement, on peut imaginer des choses. On peut imaginer des choses. Alors, imaginons des choses. Enfin, c'est un peu plus qu'imaginer, c'est du concret. Vous êtes sur un projet donc à Nantes. Expliquez-nous de quoi il s'agit et dites-nous. Ah, on a une photo qui est un peu à l'envers, mais elle va se mettre à l'endroit. Et donc, quel est ce projet et comment vous le traitez du point de vue du réemploi? Alors, on a gagné une opération, un appel d'offres public pour la métropole de Nantes, qui est un marché global de performance, dans lequel on a la conception, la construction et la maintenance. L'objectif... On va y arriver. On va y arriver, oui. L'objectif de cette opération, c'est de construire une école avec du réemploi, et une école qui soit également démontable, donc qui se veut provisoire pour 6 à 8 ans, et qu'on puisse démonter, récupérer les matériaux en fin de vie et les réutiliser. Et les réemployer encore une fois. Exactement. Et est-ce qu'il y a un pourcentage de réemploi qui est imposé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer au fur et à mesure et dire voilà, on est... Alors, dans le cahier des charges du projet, on n'a pas de pourcentage imposé, on a un principe de proposer du réemploi. L'objectif de départ, nous, on va élargir au maximum le champ des possibles. Donc, on va regarder sur tous les sujets façade, donc bardage, bois, pierre agrafée, polycarbonate pour les locaux techniques. On va regarder également pour tous les aménagements extérieurs, donc utiliser des dalles de sol réemployées, des jeux pour enfants réemployés, voilà, tous les aménagements. Et ensuite, on va regarder également pour le second œuvre. Donc, on parlait des sanitaires, ça peut être les chemins de câbles, ça peut être des portes, des cloisons. Voilà. Au départ, on élargit le champ des possibles. Et puis, au fur et à mesure de la vie du projet, on regarde ce qui est disponible, à quel moment, et on étudie le volet technique pour voir très concrètement ce qu'on peut choisir. Est-ce que vous avez déjà fait un recensement? Est-ce que vous savez déjà où vous allez trouver la ressource? Alors pas encore, on a notre mode opératoire qui est écrit, on a un bureau d'études réemploi qui nous accompagne sur le sujet. Et la première étape, c'est effectivement d'identifier les acteurs, d'identifier les projets et d'identifier les gisements potentiels au régional et au national. Voilà. Ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place et c'est ce qui manque un petit peu encore aujourd'hui pour aller plus loin, c'est ça, hein? C'est ce que vous mettez en place, vous? Oui, c'est effectivement ce qu'on doit mettre en place. Alors, tout en sachant qu'il y a des choses qui existent, hein, c'est-à-dire que nous, on ne va pas inventer, on veut pas tout inventer. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui font du recensement, qui font de la mise en relation. Il y a des choses qui existent. Nous, on va essayer d'accélérer tout ça. Mais je tiens peut-être à dire un mot sur le projet que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, je trouve ça extraordinaire, ce que j'ai vu, parce que certes, c'est un projet où en fait, il y a quand même une ambition de réemploi qui est quand même très forte.
enfin vous êtes un peu humble en parlant, mais moi je peux le dire, c'est quand même une ambition vraiment d'atteindre des pourcentages de réemploi Très important, jamais plus vus. important que les 5% dont Ah on oui, a parlé largement. tout à l'heure. Et ce qui est génial, c'est qu'en même temps, en regardant les photos, on a une seule envie, c'est d'être étudiant dans cette école. Donc je trouve que allier la capacité en fait d'allier ce sujet de réemploi et donc toutes les contraintes qui vont avec finalement une architecture qui n'a rien à envier à n'importe quel autre projet, bah, je trouve que c'est un très bon exemple de réalisation. En tout cas, c'est un très beau chantier de référence pour donner envie de faire du donner envie réemploi. de faire du réemploi. C'est effectivement une application très concrète sur un projet où l'architecte a souhaité faire une architecture simple, biosourcée, efficace et qui permette aux enfants de s'épanouir vraiment de la meilleure manière possible. Voilà, donc là, on a un peu tout ce qui est possible de réemployer. Hein. Tout à fait. C'est ce que vous cherchez aujourd'hui, en fait. C'est ce qu'on commence à chercher. Donc, on va émettre des fiches matériaux en fait, pour prévenir un peu le marché de nos recherches. Et puis, voilà, ça, c'est le mode opératoire. Et l'étape d'après, ça va être de faire une fiche technique par matériau, de la faire valider. On a parlé d'assurance, mais on n'a pas parlé de bureau de contrôle. Donc, on est aussi obligé d'intégrer cet acteur indispensable dans le projet pour qu'il nous valide les différents matériaux et qu'on ne se retrouve pas bloqué en arrivant avec nos chemins de câbles qui nous disent non, c'est pas conforme à la norme NF 1500. Vous aurez votre fiche matériaux en disant bah si, c'est conforme. Et surtout, voilà le mode opératoire, voilà la vie du matériau et voilà ce qu'on souhaite réutiliser aujourd'hui. D'accord. Voilà, et les principaux enjeux du réemploi, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on trouve les matériaux? Bon, on en a parlé, l'organisation de la filière. 2, à quel moment on les trouve? Dans le cycle de vie du projet, on a une période pendant laquelle on peut prospecter, mais à un moment, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on avance, qu'on commande, qu'on passe les commandes à nos sous-traitants et qu'on construise. Donc on a une phase assez courte pour le choix. Et après, l'objectif aussi, c'est que ça ne coûte pas plus cher de construire avec du réemploi que de construire avec du neuf. On a GSB, d'accord. Tout à fait. Enfin, je trouve que c'est très intéressant parce que ne serait-ce que les 2 premiers items, trouver les matériaux et au bon moment, c'est vraiment ça qu'il faut. J'ai envie de dire, c'est la base pour avoir un marché. Et je suis assez rassuré parce que finalement, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire que nous, notre enjeu principal, c'est de créer de la disponibilité et de la créer localement. En fait. Et donc de faire en sorte que justement les matériaux de réemploi ne circulent pas. C'est-à-dire que je ne suis pas chercher mon matériau de réemploi. Qu'on fasse pas plus de carbone avec le réemploi que moins. Et c'est un vrai enjeu. Et du coup, le sujet du stockage, en fait, c'est un peu aujourd'hui, c'est le sujet central. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire plein de réemplois, mais où est-ce qu'on stocke les produits Où est-ce qu'on stocke les produits et donc on est en train de travailler particulièrement sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres d'ailleurs initiatives qui sont en cours. Justement, il y a Cineo qui était là tout à l'heure qui a présenté. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place dans cette perspective du foncier. Cet esprit-là. Ouais, c'est très bien. Le mot de la fin. Ouais, donc c'est très bien que la filière soit en train de se structurer parce que pour un cas d'usage très concret, on voit aujourd'hui qu'on est quand même obligé d'aller nous-mêmes chercher à la recherche des infos, des acteurs, etc. Donc on sent qu'on est au démarrage d'une filière, les gens ont envie d'avancer. Mais voilà, aujourd'hui c'est aux entreprises aussi, nous en tant que constructeurs, d'être un peu moteurs là-dessus parce qu'on n'a pas encore les outils et on n'a pas encore connaissance de cette filière. Donc tout est en train de se mettre en place, mais je trouve que voilà, des organismes comme Valobat sont une très bonne initiative. Mise en place des outils, rencontre de l'offre et de la demande. Oui, un dernier mot, mais alors très rapide. Un mini dernier mot, mais en fait j'invite vraiment tous les industriels, il y a beaucoup d'industriels ici, tous les industriels qui se posent encore ce genre de questions à se rapprocher de nous, en tout cas à se mettre en mouvement. Je pense que la réponse, elle viendra aussi de là. C'est qu'un industriel soit en capacité de proposer des offres de seconde main, soit en capacité de les mettre à leur offre, et avec des distributeurs qui sont en capacité de les distribuer. Je pense que cette route to market, cette chaîne de valeur, elle est importante à mettre en place et c'est tout le monde qui doit faire, pas uniquement les entreprises qui ont les constructeurs et les associations. Exactement. Dernière question, ce bâtiment, on va le suivre évidemment. Il sortira de terre quand ?
On démarre le chantier fin d'année et l'objectif c'est qu'il soit livré pour la rentrée 2024. D'accord, donc on y sera pour le Forum Bois l'année Bientôt. prochaine. Tout à fait. Merci messieurs donc d'être venus nous parler sur le plateau de Bâti Journal de réemploi. On voit que c'est vraiment un sujet très intéressant et une filière qui est en train de se mettre en place. Donc un petit temps d'échange, comme tous ceux que nous enregistrons ici sur le salon, à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Wood Surfer, le Forum international Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.